c'est des propos signifiants, mais qui n'ont pas été signifiés. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République à Athènes. Les Français sont feignants, enfin... Non, ceux qui l'ont précédé. Ceux qui l'ont précédé, ce qui n'était pas plus aimable dans un débat républicain. Non, je crois que c'est des propos volés. On voit bien qu'il parle... Mais signifiant, vous dites. Oui, c'est signifiant parce que ça indique l'univers culturel du président de la République. L'univers culturel du président de la République, c'est un grand classique de la droite. C'est tout ce qu'il dit en ce moment, je l'ai entendu par la droite, à savoir que les Français sont feignants, qu'ils sont rétifs aux réformes, qu'ils foutent le bordel. Voilà, c'est sa manière d'appréhender les relations sociales. Mais là, il nomme les choses. C'est encore la défense de l'Élysée. Hein. Il dit effectivement, il y a des jobs, il faut les prendre. Et c'est vérification faite. Hein. C'est le cas dans cette fonderie du sel où il se trouve. Il y a des jobs à prendre et des formations qui vont avec. Il nomme les choses. Non, il nomme pas les choses. Il dit qu'une manifestation, c'est foutre le bordel. Non, une manifestation, c'est des gens qui sont dans la difficulté, qui peuvent avoir un débouché et qui peuvent prendre des emplois qui leur seront nécessaires pour vivre. Mais il y a une angoisse, il faut la comprendre, il faut la recevoir. On ne peut pas être dans le surplomb, faire la leçon en disant « moi je sais, vous ne savez pas, vous êtes des petites gens, moi je suis quelqu'un qui va vous guider ». Ça, ce n'est pas... juste du point de vue de ce que doit être un président de la République. Alors, en tous les cas, le président de la République, il assume la teneur de son propos, même s'il regrette l'emploi d'un mot familier bordel. Donc, mais il assume ses propos. Mais ça s'appelle un déplacement, ça, parce qu'il n'assume pas bordel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle plus du bordel, c'est-à-dire d'une manifestation, mais il déplace le propos sur le fait qu'il y a bien des emplois et qu'ils pourraient être pourvus par des gens... c'est une réalité. Mais c'est pas ça le sujet. Il fait comme si on était idiots. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il pense que des gens qui manifestent foutent le bordel. On ne devrait pas manifester. On devrait dire amen. Je crois qu'il se trompe. La société française, elle est plus complexe que ça, en tous les cas plus rétive à la parole présidentielle. Qu'est-ce qui se passe au gouvernement? En plus de faire travailler les gens 2 ans de plus, vous voulez faire sauter la banque. C'est ça votre objectif aussi? Qu'un système, celui de la Banque de France, qui est certes un système particulier, un système qui est excédentaire, vous voulez le supprimer. Qu'est-ce que ça aurait pour conséquence? Parce qu'on va faire un peu de comptabilité niveau 1, la base. Imaginons qu'on ait un régime qui est excédentaire. Vous voulez parce que les gens surcotisent en plus, cotisent davantage. Ça a été expliqué par les collègues précédents. Vous voulez le remettre dans le pot commun. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, c'est le régime général et l'État qui va devoir surcotiser à sa place. Donc ça va coûter plus cher que de laisser le régime en place tel qu'il est aujourd'hui. Alors que l'objectif, soi-disant, selon vous, c'est de faire des économies, de combler un trou. Ça n'a ni queue ni tête. Donc à la fin, la seule conclusion qu'il nous reste, c'est que vous êtes dogmatique. Vous voulez, de manière dogmatique, faire trimer tout le monde 2 ans de plus, y compris à la Banque de France, et pas seulement, puisque la liste est assez longue. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas une préférence pour la Banque de France, vous préférez peut-être les autres banques de ce pays, puisque vous voulez systématiquement qu'on continue d'emprunter sur les marchés financiers, qui nous causent quelques trous dans la raquette, dans le budget, qui ensuite posent des problèmes, comme vous le savez, que vous essayez de compenser en faisant trimer, encore une fois, les travailleurs de ce pays 2 ans de plus. Donc, je reprends. Ou alors, attendez, non, il y a peut-être une autre hypothèse, où vous êtes jaloux. C'est une autre hypothèse. Parce que comme eux savent gérer leur caisse de retraite et qu'elle est excédentaire, vous voulez la supprimer pour pas qu'on puisse avoir un point d'appui, un exemple pour dire que vous ne savez pas gérer, parce que comment ont-ils fait pour que cette caisse fonctionne? Ils ont augmenté les cotisations, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les recettes. Non, mais je sais pas si c'est une trouvaille, mais en tout cas, ils sont vachement forts, ces banquiers. Peut-être que c'est parce qu'ils sont dans le service public. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Attention, un train peut en cacher un autre, mais le train de la campagne présidentielle américaine en cache certainement un autre. Et je peux vous dire, c'est pas une locomotive, c'est un paquebot. Boss, Bruce Springsteen, évidemment, que tout le monde a reconnu. Eh bien, les deux sont nés aux États-Unis, effectivement, Joe Biden et Donald Trump,
qui vont s'affronter, comme vous le savez, demain pour leur dernier débat, demain dans la nuit, pour nous. Et puis le 3 novembre, ce sont les élections présidentielles qui vont évidemment, ça concerne le monde entier et pas seulement les États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que dans le silence assourdissant d'un certain nombre, de la grosse majorité des médias mainstream, il se passe quelque chose et on va en parler avec Charles Gave, qui est financier, qui est entrepreneur et qui est président de l'Institut des libertés. Nous avions déjà parlé avec Charles Gave, comme vous savez, de la première histoire avec Hunter Biden, le fils de Joe Biden, ce qui s'était passé en Ukraine. On va pas revenir là-dessus, mais on va le dire rapidement. Mais Charles Gave, il s'est passé depuis beaucoup de choses, et notamment la découverte d'un certain ordinateur portable qui fait plus que du bruit, qui fait rumeur. Ah, ça, pour faire rumeur, ça fait rumeur. Alors, il faut essayer de replacer un peu les choses dans leur histoire, parce que le président Trump est le seul président des États-Unis contre lequel je crois qu'il y a eu une tentative de coup d'État fait par l'État Depuis le début. Depuis le début, quasiment depuis le début. Au point que le ministre de la Justice actuel, M. Barr, qui est un homme unanimement respecté aux États-Unis, a dit, lorsqu'il était sous serment aux États-Unis, qu'il était certain qu'il y avait eu une tentative de coup d'État contre le président américain. Et pour étudier ça, ce qui est quand même une question très grave, il avait nommé un procureur au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle M. Durham, et qui était chargé d'étudier ça. Et pour des raisons électorales, tout le monde s'attendait à ce que le rapport de M. Durham sorte avant les élections. Oui, ce qui aurait profité à Trump, quand même. Ce qui aurait profité à Trump. Eh bien, rien du tout, rien n'est sorti. Mais par contre, ce qui est sorti, c'est une histoire extraordinaire. Le fils de M. Trump, Hunter Biden... Le fils de M. Biden. Qui est un drogué notoire, qui a été viré de l'armée pour utilisation de drogue, etc., a laissé, il y a environ, au début de l'année, ou à la fin de l'année dernière, son ordinateur pour être réparé chez un réparateur dans le Delaware, c'est là que les Biden vivent, et il l'a oublié. Au bout de 3 mois, l'ordinateur réparé, ça devient la propriété, si le personne du réparateur. Ah oui. C'est la loi même qu'il dit. C'est la loi. Propriétaire du réparateur. D'accord. Et donc, le gars va voir ce qu'il y avait dans l'ordinateur, est absolument affolé par ce qu'il voit, appelle le FBI, qui prend livraison de l'ordinateur et qui dit à cet homme tout à fait honorable, ancien Marine, je crois, vous savez, il n'arrive jamais rien aux gens qui ne parlent pas. C'est presque mafia Corleone, ça. C'est tout à fait... Ne dites rien et vos enfants ne seront pas orphelins. Voilà, oui, si vous avez de beaux enfants, ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Vous voyez, c'est vraiment le genre de truc... D'accord. Mais et alors, cet ordinateur est pris par le FBI. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais le gars qui était pas né de la dernière pluie en a fait 2 copies, puisque c'était la propriété, il en avait le droit. Il en a envoyé une à un de ses très bons amis au cas où il lui arriverait malheur, dans un accident de voiture. Vous savez, ces choses-là arrivent. Et la deuxième, il l'a envoyée à l'avocat de Giuliani. Ah oui, Rudy Giuliani, qui est le conseiller de Trump. Qui est l'avocat de Trump, ancien maire de New York, etc., ancien candidat à la présidence de la République et tout et tout. Donc il l'envoie à Giuliani. Il l'envoie à Giuliani, évidemment, il en fait état. Il en fait état, mais juste avant, et ça m'explique pourquoi le rapport Durham n'est pas sorti. Ils avançaient ces scuds pour le lancer 15 jours avant l'élection. Et le gars qui serait à la manœuvre pour lancer toute cette campagne, c'est Steve Bannon. Oui. Vous savez, qui n'est pas un tendre. Oui, et qui a déjà une stratégie. Il était à la manœuvre lors de la campagne de 2016, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur, Charles, pour ce qu'on en sait? Pour ce qu'on en sait, il y a d'abord la preuve, si vous voulez, les preuves que... Joe Biden n'a cessé de dire qu'il n'avait aucun contact avec son fils quand il s'agissait d'affaires. Oui. Et il l'a assuré, il n'arrête pas de le dire et tout. Or là, il y a toutes les preuves que vous voulez qu'ils étaient en contact. Son fils, par exemple, se plaint à sa sœur, lors d'un email, qu'il en a marre de donner 50% de ce qu'il gagne au big man. Au grand homme. Au grand homme, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même, on voit pas très bien à qui. Mais alors, qu'est-ce qu'on découvre? Est-ce qu'on peut inventorier déjà ce qu'on sait des affaires de Hunter Biden, qui sont pas piquées des hannetons? Qui sont pas piquées. On sait, par exemple, que 15 jours après qu'il ait été nommé, que Hunter Biden ait été nommé au conseil d'administration de Burisma, qui est une affaire pétrolière extraordinairement corrompue en Ukraine. En Ukraine, oui. Le père de Joe Biden intervenait pour virer le procureur qui faisait des
Absolument. Vous aviez passé à l'époque là. Tout à fait. Et il conditionnait l'aide de $1 milliard des États-Unis à l'éviction de ce procureur qui emmerdait son fils. Qui emmerdait son fils. Et là, on trouve les liaisons entre le père et le fils. On sait également qu'il a fait inviter, le fils a fait inviter à la Maison Blanche du personnel de Burisma, qu'on les a fait rentrer par une porte dérobée, etc., pour donner un petit peu de crédibilité à Burisma, etc. Le jeune Hunter Biden est allé en Chine dans l'avion qu'on appelle Air Force 2, qui est l'avion du vice-président. Oui. Et là, il est reparti une semaine après avoir vu toute une série, après que Biden ait vu toute une série d'hommes éminents, des hommes d'affaires en Chine. Et le jeune Biden a reçu un contrat $1,5 milliard à gérer. C'était une société de gestion d'actifs, alors qu'il n'avait aucune connaissance de la gestion, etc. À gérer $1 milliard, $1,5 milliard. $1,5 milliard à gérer sur, vous savez, avec des, etc., etc. Parallèlement à cette affaire, ils étaient trois. Il y avait le fils de le beau-fils de Kerry, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui. Donc ça, mais c'était son beau-fils, le fils de la femme de Kerry d'un premier mariage. Il y avait un pauvre gars de Los Angeles et il y avait eux. Et le pauvre gars de Los Angeles a fait je sais pas quoi et il s'est retrouvé en tôle. Et du coup, il y a une deuxième série de 26 minimels entre lui et Biden qui sont en train d'arriver, dans lesquels ils ne sont pas aussi piqués d'hannetons, dans lesquels on décortique tout ça. Donc, la réalité, c'est que ça fait apparaître Biden comme la famille Biden comme une famille criminelle, si vous voulez. Une famille mafieuse, on peut dire. Une famille mafieuse, puisque le frère de Biden, qui ne connaissait rien à l'immobilier, a eu des contrats pour bâtir quelque chose comme 10 000 logements en Irak, payés par le payeur d'impôts américain, sur lequel il a gagné quelques centaines de millions de dollars. Donc, vous avez vraiment l'impression que la façon dont ça se passait, c'est que Biden, vous pouvez pas verser de l'argent au compte d'un homme politique parce que tout est surveillé, etc. Bien sûr. Mais tout ça pendant que Biden était vice-président. Vice-président, et quand il était sénateur, etc. Ça remonte à bien loin. Donc, mais vous pouvez pas verser de l'argent. Mais par contre, il nous interdit de verser de l'argent sur le compte du frère, sur le compte du fils, etc. Parce que ça, c'est pas regardé, quoi. Enfin, surtout si vous êtes vice-président, on va pas regarder. Donc ça fait apparaître. Et alors ce que dit, donc c'est une bombe extraordinaire parce qu'il y a des trucs aussi sur le. Je veux pas parler ça me regarde pas, mais il y a sur la vie privée. Sur la vie privée, mais enfin apparemment il y aurait des détails. Mais il y a la Chine. Est-ce qu'il y a aussi la Russie? Parce que je crois qu'il y a eu. Il y a la Russie. Le jeune Biden aurait reçu de la femme, de l'ex-femme du maire de Moscou. Oui. Qui est une des femmes les plus riches de Russie, $3,5 millions pour qu'elle puisse exporter de l'argent de Russie vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle essayait de se... Donc, et on lui a fait ouvrir un compte à la JP Morgan. C'est l'évasion fiscale. Enfin, c'était de l'évasion. Oui, c'était le moment, si vous voulez, où la Russie n'était pas en honneur de sainteté, etc. Et donc, un Russe ne pouvait pas ouvrir un compte aux États-Unis. Mais apparemment, elle a pu. Donc, si vous voulez, c'est quand même c'est peut-être, il n'y a pas encore le smoking gun, comme on dit en anglais, vous savez, le pistolet fumant. Oui, le pistolet fumant, oui. Mais enfin, on a déjà quand même des choses assez inouïes. Et ce que dit Bannon, c'est qu'il dit, on n'a encore rien vu. Et ça veut dire que je ne sais pas ce qui va sortir, mais... Mais alors, Charles Gave, si je comprends bien, cette accusation de collusion de Trump avec la Russie, qui a commencé presque avant l'élection de Trump, il y a une collusion de Biden. Et surtout, par exemple, des Clinton. Parlons des Clinton. Les Clinton, ils ont reçu plein de pognon pendant l'administration Obama, des Russes. Monsieur Clinton a fait un discours pour lequel il était payé $500 000, alors que bon, il me fait rêver, Il fait rêver. Moi, j'aimerais bien faire des discours à $500 000, mais et surtout, ils avaient massivement intervenu, les Clinton, pour que des sociétés d'origine russe puissent acheter la moitié des mines d'uranium aux États-Unis. Oui, ça c'est fou quand même. Ça c'est absolument prouvé. Absolument prouvé. Mais mais je veux dire, on vend les pays, enfin, on vend l'uranium. L'uranium, c'est pas rien. L'uranium, on sait ce que c'est que l'uranium. Donc on vend l'uranium des États-Unis à la Russie. Oui, et celui qui avait acheté l'uranium a été, je crois, le plus gros ou le deuxième donateur à la Fondation Clinton. D'accord. Sur lequel il y a aussi des enquêtes en cours. Mais laissez-moi deviner, si par hasard Trump est réélu, cette enquête ira à son bout. S'il n'est pas réélu, je crains que toutes ces enquêtes ne terminent. Est-ce que vous croyez que ça motive aussi, enfin quelque part indirectement quand même, l'activisme d'Obama en ce moment, à la veille de l'élection? Et oui, parce que quand même, le cher Obama, ce saint homme, saint Obama, vous savez, qui était auprès duquel le Christ n'était qu'un enfant de cœur, quoi, si j'ose dire, il a quand même quelques très grosses casseroles aussi. Donc on fait sortir Madame Obama du bois. Ouais.
Parce que la réalité, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, un président américain attire beaucoup les Noirs. Beaucoup, si vous voulez. Il y a beaucoup de Noirs qui trouvent que les démocrates n'arrêtent pas de les trahir et que... Oui, c'est pour la première fois qu'il y a un mouvement noir pour Trump. Exactement. Et pour un président républicain. Pour un président républicain. Il votait à 90% démocrate. Démocrate. Ouais. Et alors, si par hasard les Noirs se mettaient à voter 78% démocrate, tout l'édifice démocrate s'écroule. C'est ça. Et donc, il est temps de faire sortir toutes les troupes de réserve, les Madame Obama, les Obama, etc. Et c'est Obama qui, en appelant tous les pasteurs du sud des États-Unis, a imposé Biden, qui ne réussissait absolument pas. Sinon, c'est Obama qui a imposé Biden. Ouais. C'est Obama qui a imposé Biden. Donc je crois que ce qu'ils se sont dit, tous ces braves gens de l'État profond américain et ceux qui me disent qu'il n'existe pas, n'ont pas réfléchi depuis Eisenhower, quoi, à peu près, qu'ils l'avaient déjà dénoncé. Ben, je crois que ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'ils ont mis le type le plus pourri et le plus dangereux, le moins dangereux pour eux, parce qu'au cas où il serait élu président, si ça avait été le fou du Vermont, là, vous savez, comment il s'appelait, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Cet andouille, il aurait peut-être été voir les affaires. Ah oui. C'est peut-être un honnête homme. C'est un vrai de vrai. Il serait allé, oui, c'est un sincère. Oui, vous voulez dire, avec Biden, il disait, il est faible, il est corrompu, on le tient. On le tient. L'État profond, on le tient. C'est ça. Donc, tout l'État profond se met à fond pour Biden, et dans cet État profond aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les médias sont Fox, sont détenus par 6 grands groupes. General Electric, Walt Disney, etc., ou Amazon. Au New York Times, Washington Post, Jeff Bezos et compagnie. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est Armageddon, quoi. Vous voyez, c'est comme dans la Bible. Mais juste un mot, à votre avis, parce que effectivement, avec ce silence assourdissant, d'ailleurs, dans les médias français aussi, il faut bien voir. Alors là, pas un mot. Hein. Je regarde ça avec attention, pas un mot. Alors là, est-ce que vous croyez que ça peut changer en partie la donne électorale ? Écoutez, je crois que les élections se passent. Trump a une personnalité clivante. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Et donc, vous avez les démocrates qui voteront toujours démocrates, parce que c'est comme ça, quoi. Donc, je dirais... Et les républicains de fond voteront républicains. Il y a un énorme enthousiasme pour Trump. Mais par contre, vous avez... Les élections se font toujours à la marge sur les 5 ou 6% au milieu qui ne savent pas trop. C'est là où ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. Et leur dire, écoutez, vous avez un futur président américain qui est complètement corrompu... Ouais. Ça va être dur pour eux, quoi. Charles Gave, restez avec nous, on continue après ceci. Et puis n'oubliez pas ce numéro de téléphone, 0826 300 300. On parle du grand débat justement qui aura lieu ce soir, cette nuit, Trump-Biden. Des affaires qui sortent, l'histoire des mails mystérieux de Hunter Biden. Alors, est-ce que vous avez votre opinion ? Pour qui voteriez-vous si vous étiez américain ? On vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons notre entretien avec Charles Gave, financier, entrepreneur et président de l'Institut des Libertés. Et Charles Gave, on vient de parler de ces étonnantes révélations que contient l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de l'actuel candidat démocrate, et qui s'est retrouvé effectivement, par oubli ou autre, dans les mains effectivement de quelqu'un qui les a passés au FBI et à Rudy Giuliani. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne va pas passer pour des complotistes ? Est-ce qu'on peut pas... Oui, mais est-ce que c'est sûr que cet ordinateur, vraiment, ne contient pas les fake news ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment l'ordinateur de Joe Biden, etc. Est-ce qu'on est sûr de l'authenticité de tout ça aujourd'hui, à l'heure où on parle ? Mais écoutez, la première des choses, c'est que les Biden n'ont pas démenti. Et ils ne peuvent pas démentir pour une raison très simple, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va arriver derrière. Donc ils ont. Mais c'est pas fini les révélations. Non. Bannon va faire le nécessaire pour qu'il y en ait de plus en plus qui arrivent. La deuxième, c'est que monsieur McDonald, qui était le patron de cette boutique où l'autre avait laissé son ordinateur, a fait signer la signature est celle de Hunter Biden, qui a été authentifiée, etc. Et la troisième, c'est comme un certain nombre de ces emails allaient vers des personnes tierces sans importance. On va dîner ensemble ce soir, etc. Il y a un certain nombre de gens qui ont été voir les ordinateurs de ces personnes tierces pour vérifier
que l'email venait de chez Biden. Donc du même ordinateur. Du même ordinateur. On a croisé. Donc c'est l'ordinateur de Hunter Biden. Il n'y a aucun doute. Et tout le reste, c'est de la littérature. On essaye de vous dire que c'est pas vrai, que c'est un complot, etc. Alors que c'est absolument certain que c'est l'ordinateur. Et en fait, ce qui est étonnant, Charles Gave, c'est vrai dans cette histoire, quand même, en dehors de ce qu'on peut penser pour le meilleur ou pour le pire de Donald Trump, on peut le détester, l'aimer ou qu'il indiffère. Mais au fond, c'est la première fois peut-être dans l'histoire américaine qu'un certain nombre de gens, et non des moindres, ont considéré qu'il était un usurpateur, qui n'avait pas été élu, alors que... Il l'a été parfaitement. Voilà, et que effectivement, il fallait le renverser dès avant presque son élection. Ah mais les complots ont commencé immédiatement. On s'est débarrassé de son conseiller spécial pour toutes les questions de sécurité, le général Flint, etc. Les complots, et ça n'a pas cessé depuis. Et si vous voulez, par exemple, il a été... le rapport Mueller. Le rapport Mueller, dans lequel il n'y avait rien. Ensuite, on a essayé on l'a impeach pour une histoire d'Ukraine qui ne tenait pas debout, etc. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle due process aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se défendre, c'est-à-dire qu'il n'a respecté aucune des lois. Et Madame Clinton, cette grande honnête femme, a dit il y a 15 jours ou il y a 3 semaines qu'en aucun cas, Joe Biden ne devait accepter la défaite si par hasard il était défait. Donc, c'est pour vous dire à quel point... On dit ça de Trump aussi, hein. Enfin, mais il l'a jamais dit. Il a dit simplement, s'il y a eu des fraudes, je veux voir avant d'accepter, je vais dire des fraudes, ce qui me paraît bien normal. Mais ceux qui n'ont jamais accepté la légitimité de Trump, pourquoi? Parce qu'il est extraordinairement dangereux. C'est lui qui est en train d'essayer. Regardez toutes ces guerres qui se sont passées, elles ont toujours été faites par l'État profond aux États-Unis pour enrichir un nombre de gens sur les ventes d'armement, etc. Donc, quelque part, on peut dire que les États-Unis, c'est ce que m'avait dit un des banquiers centraux américains il y a 10 ans ou 15 ans, il m'avait dit, aujourd'hui, le gouvernement américain, c'est une mafia criminelle. Et je ne sais pas comment, me disait cet homme éminent, on va retrouver notre démocratie. Et donc, ils avaient présenté 2 faux candidats. Ils espéraient 2 faux candidats, comme toujours, si vous voulez, qui seraient des candidats d'État profond l'un ou l'autre. Et ce cornio de Trump qui arrive... Et qui trouble le jeu. Et qui trouble le jeu, et en plus qui dépense beaucoup moins d'argent qu'eux. Ouais. Et donc s'il est réélu, effectivement... c'est là où ça va tomber, parce que c'est là que le rapport de Durham va arriver, et qu'on mettra en prison les Clinton, etc. Donc pour eux, c'est absolument vital qu'il soit battu, parce que s'il n'est pas battu, tous ces rapports de Durham et de Barr vont arriver. Donc dites-vous bien que la moitié du FBI, les 2 tiers de la CIA vont aller en tôle. Ouais, ça va être quelque chose. Ça, enfin. Donc c'est bon, on comprend pourquoi les gens des États profonds s'excitent en ce moment sur cette élection. On le comprend. Qui votera verra, et pour nous, qui vivra verra. Merci Charles Gave. Je vous en prie. Merci pour ces éclaircissements. Écoutez, je vais vous répondre très rapidement. Le Frexit, c'est une ânerie. Si je peux me permettre, ce qu'il faut faire, c'est le Bruxit. Il faut retourner à l'Europe d'avant Delors, ou qui était une Europe quand même vaguement démocratique, parce que c'était les chefs d'État qui prenaient les décisions, et c'était pas cette commission qui était à la fois pouvoir réglementaire et pouvoir législatif et pouvoir exécutif, qui est une monstruosité constitutionnelle. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut se débarrasser de cette construction superfétatoire qui a été faite à partir des années 90 par tous ces corneaux de hauts fonctionnaires français à Bruxelles, et il faut retourner à l'Europe. L'Europe est une chose merveilleuse, à condition qu'on laisse libre chacun des participants. Et pour arriver à ça, il faut retourner à la liberté des prix. Si vous voulez, le taux de change, comme disait Mme Thatcher, l'embêtant avec le taux de change, c'est que c'est gouverné par des vieux messieurs, et qui prennent ça pour un symbole de virilité, ce qui me faisait toujours rigoler d'ailleurs. Je trouvais que c'était assez poilu. Et donc, elle disait ça, et donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est le taux de change, c'est un prix comme un autre. C'est le prix de la baguette. Vous ne fixez pas le prix de la baguette. Qu'est-ce qui permet de penser à ces corneaux qui ont fait des études auxquelles ils n'ont rien compris, qu'ils peuvent connaître le taux de change entre la France et l'Allemagne? Laissons la chose varier. À un moment, il sera trop cher, à un moment, il sera trop bon marché, et à ce moment-là, ça permet aux gens de bouger. Mais à partir du moment où vous bloquez, vous assurez que la crise, plus tard, sera beaucoup plus grave. À la place de prendre toute une série de petits chocs, comme ça, vous allez vous ramasser un choc gigantesque qui risque de vous tuer. Donc, ils préfèrent tous le choc gigantesque qui risque de les tuer plutôt que de ramasser des petites claques. Ben, retournons aux petites claques, retournons à de la souplesse, à la place de cette énorme rigidité qui est cadavérique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir à l'esprit... Alors, je réponds sur le Frexit. Le Frexit, moi, j'aime pas le terme, déjà.
parce que c'est un repoussoir pour l'opinion publique qui effectivement veut croire à l'Europe, et effectivement il ne faut pas confondre l'Europe et l'Union européenne, et donc et surtout le traité de Maastricht. Et le traité de Maastricht, voilà. L'Europe jusqu'au traité de Maastricht, moi ça m'allait très bien, c'était bien. Exactement. En fait, après... Le traité de Maastricht et l'euro, c'est les deux péchés mortels. C'est ça, c'est que les règles de fonctionnement de l'euro, elles sont totalement absurdes, et effectivement, la monnaie, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et donc, il faut évidemment, voilà, et donc il faut évidemment qu'il s'adapte aux économies qu'il est censé servir. Et nous, on fait l'inverse, on essaie de tout faire pour sauver l'euro, ce qui fait que concrètement, notre seule possibilité d'ajustement, c'est de comprimer les salaires vers le bas pour essayer d'être compétitif vis-à-vis des autres pays. Je vous donne un exemple qui est tout simple, si vous voulez, c'est que la France, depuis toujours, a beaucoup plus de fonctionnaires que les autres pays du monde. C'est peut-être pour ça que la France est un pays agréable à vivre, j'en sais rien, mais c'est pas une décision, si vous voulez, qui intéresse un économiste. C'est une réalité, les Français aiment leurs fonctionnaires, ils aiment en avoir plein. Bon, moi ça m'est égal. Qui paye ses fonctionnaires en fin de parcours? Ben, grosso modo, c'est le secteur privé, allez. Donc il y a 70% de fonctionnaires de plus en Allemagne qu'en France. En France qu'en Allemagne, pardon. 70%, moi je m'en ai rien à foutre, ça ne me gêne pas du tout. Ces 70%, ils sont payés par le secteur privé. Ça veut dire que le secteur privé, le cheval, il a un jockey qui fait 140 kg sur le dos à la place de 35 kg le jockey allemand. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va, si ce n'est pas le taux de change qui ajuste ces 70% de fonctionnaires en plus, ça va être la rentabilité des sociétés. Et donc la rentabilité des sociétés va baisser, l'emploi va baisser, et tout notre appareil industriel va disparaître, comme ça s'est passé en Italie et en France, parce qu'il est bouffé. Donc, où on peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, où on a 70% de fonctionnaires de plus, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. C'est une imbécilité, mais stupéfiante. Et pourtant, la productivité du travail est supérieure en France à celle de l'Allemagne. C'est quand même extraordinaire. Il y avait Olivier Burrier qui avait une très bonne image, parce qu'en fait, l'euro, on le sait, est très très proche en fait du Deutsche Mark allemand, donc est adapté à la politique monétaire et économique allemande. Et en fait, il expliquait, en gros, les Allemands, ils chaussent du 42 et donc l'euro c'est du 42, et les Français, nous, on serait plutôt du 45 et on nous demande de marcher avec du 42. Donc évidemment, nous, on rentre pas dans les chaussures et donc on peut pas fonctionner. Donc l'image, c'est ça, c'est que la monnaie est un outil et que on peut pas. La monnaie, ça s'adapte à un peuple. La monnaie, c'est l'envers du peuple, si vous voulez. C'est ce que disait REF. Il disait la monnaie, c'est l'égout collecteur par lequel passent tous les droits non gagnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous votez des trucs comme les 35 heures, paf, monnaie baisse, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc les gens font leur relation, ma monnaie baisse, j'ai voté les 35 heures, la prochaine fois, je vais peut-être voter un peu plus intelligemment. Mais à partir du moment où vous votez les 35 heures et que tous les rentiers gagnent le même pognon, ils se disent, ça marche bien ce truc. Mais par contre, les entrepreneurs, ils disparaissent. Mais les entrepreneurs, il n'y a pas de groupe de pression en faveur des entrepreneurs en France. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit pour compléter sur le début de la question, c'est que de toute façon, il va falloir une rupture avec le fonctionnement de l'Union européenne actuelle parce que l'UE est en train d'exploser ou d'imploser. Donc de toute façon, la catastrophe, elle arrive là, elle est imminente. Donc je veux dire, à un moment donné, soit on trouve des solutions rationnelles pour bifurquer avant de se taper le mur, soit on se tape le mur. Merci d'être là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 78 balais et j'ai dû monter une échelle là. Je vous dis pas. Dans le fond, je suis héroïque, quoi. Mais non, mais vous savez, quand j'étais enfant, j'avais 14 ans, je crois, j'ai appris un poème qui disait du Bellay: France, mère des arts, des armes, des élois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrice s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Et ça m'a porté toute ma vie. Je vais pas vous parler de Macron. Il n'a aucun intérêt. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que Macron, vous voyez, j'en parle, fait peser sur notre pays un risque de guerre. Et c'est pas de la blague. Il se passe en ce moment des phénomènes en Ukraine et en Russie
en Finlande, au Pakistan, un peu partout. On a l'impression qu'il y a une classe dangereuse qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, et qui a décidé d'imposer par la force son pouvoir. Et donc je suis extrêmement inquiet parce que à l'heure actuelle, il y a un conflit en Europe. C'est pas le premier. Avant ça, on avait écrasé la Serbie, mais sans que personne s'y oppose. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un monde où il n'est pas du tout impossible que nous soyons attirés dans un conflit dans lequel nous n'avons rien à voir, et qui est ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je ne vous rendais pas compte de la gravité de la chose depuis que Sarkozy a rejoint le commandement unifié de l'OTAN. Ça nous met dans une situation extraordinairement difficile. Parce qu'il n'est pas du tout exclu, avec les armes que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis livrent de façon extraordinaire à l'Ukraine, qu'un jour, il y ait un convoi de livraison d'armes dans lequel il y aurait des Américains, des Anglais ou des Allemands qui seraient attaqués par la Russie, et à juste titre, et qui à ce moment-là déclenche un vrai conflit. En plus, les mêmes au pouvoir sont en train d'essayer de faire rentrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN, et la Finlande ne peut pas rentrer dans l'OTAN puisque ses frontières sont à 50 km de Saint-Pétersbourg. Donc on est en train de défier la Russie sans arrêt, et c'est pas une bonne idée de chatouiller un ours. Enfin, je veux dire, c'est pas... il est costaud. Donc je veux vous dire que Macron, le principal danger de Macron, c'est pas pour la France. Il est très dangereux, mais c'est pour la paix. Parce que cet homme est en train de se plier parti avec toute une série de gens qui veulent la guerre contre la Russie. Ils la veulent. Et je trouve ça extraordinairement inquiétant. Oui, on va pas dire du mal de Brigitte, hein, on s'en fout. On s'en fout. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, et je vais vous le dire rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, c'est qu'il se trouve que la Russie est le principal producteur d'énergie du monde. Maintenant, entre le gaz, le pétrole et le charbon, ils sont de loin les principaux producteurs. Or, comme je ne cesse de le dire à ceux qui veulent bien m'écouter, l'économie, l'emploi, c'est de l'énergie transformée. Si les Russes décident, en représailles, ou si on les en empêche de livrer de l'énergie à l'Europe, nous allons avoir la récession la plus effroyable que l'Europe aura connue depuis les années 70. Donc on est en train de scier littéralement la rentabilité de toutes les entreprises françaises et européennes. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Qu'il se soit accoquiné à des gens comme ça, c'est tout simplement impossible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il ne faut pas voter contre Macron parce que c'est un âne. Il ne faut pas voter contre Macron parce qu'il est incompétent, malhonnête, ou tout ça. Il l'est, on le sait tous. Il faut voter contre Macron parce qu'il peut nous amener la guerre. Et ça, c'est impossible. Donc, faites bien passer ce message. Si cette histoire imbécile avec la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons d'avoir et la guerre et la misère, avec une baisse de notre PIB de 40%. C'est inouï. Donc dites bien à tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vienne, que Macron, c'est la guerre. Macron, c'est pas la paix, Macron, c'est la guerre. Et l'Europe, c'est la guerre. Merci beaucoup. Ben, merci d'être là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 78 balais et j'ai dû monter une échelle là. Je vous dis pas. Dans le fond, je suis héroïque, quoi.
Non, mais vous savez, quand j'étais enfant, j'avais 14 ans, je crois, j'ai appris un poème qui disait du Bellay, « France, mère des arts, des armes, des élois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrice s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. » Et ça m'a porté toute ma vie. Je vais pas vous parler de Macron. Il n'a aucun intérêt. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que Macron, vous voyez, j'en parle, fait peser sur notre pays un risque de guerre. Et c'est pas de la blague. Il se passe en ce moment des phénomènes en Ukraine et en Russie, en Finlande, au Pakistan, un peu partout. On a l'impression qu'il y a une classe dangereuse qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, et qui a décidé d'imposer par la force son pouvoir. Et donc je suis extrêmement inquiet parce que, à l'heure actuelle, il y a un conflit en Europe. C'est pas le premier. Avant ça, on avait écrasé la Serbie, mais sans que personne s'y oppose. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un monde où il n'est pas du tout impossible que nous soyons attirés dans un conflit dans lequel nous n'avons rien à voir, et qui est ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je ne vous rendais pas compte de la gravité de la chose depuis que Sarkozy a rejoint le commandement unifié de l'OTAN. Ça nous met dans une situation extraordinairement difficile. Parce qu'il n'est pas du tout exclu, avec les armes que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis livrent de façon extraordinaire à l'Ukraine, qu'un jour, il y ait un convoi de livraison d'armes dans lequel il y aurait des Américains, des Anglais ou des Allemands qui seraient attaqués par la Russie, et à juste titre, et qui, à ce moment-là, déclenche un vrai conflit. En plus, les mêmes au pouvoir sont en train d'essayer de faire rentrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN, et la Finlande ne peut pas rentrer dans l'OTAN puisque ses frontières sont à 50 km de Saint-Pétersbourg. Donc on est en train de défier la Russie sans arrêt, et c'est pas une bonne idée de chatouiller un ours. Enfin, je veux dire, c'est pas... il est costaud. Donc je voulais vous dire que Macron, le principal danger de Macron, c'est pas pour la France. Il est très dangereux, mais c'est pour la paix. Parce que cet homme est en train de se plier parti avec toute une série de gens qui veulent la guerre contre la Russie. Ils la veulent. Et je trouve ça extraordinairement inquiétant. Oui, on va pas dire du mal de Brigitte, hein, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas une histoire atomique. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, et je vais vous le dire rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, c'est qu'il se trouve que la Russie est le principal producteur d'énergie du monde. Maintenant, entre le gaz, le pétrole et le charbon, ils sont de loin les principaux producteurs. Or, comme je ne cesse de le dire à ceux qui veulent bien m'écouter, l'économie, l'emploi, c'est de l'énergie transformée. Si les Russes décident en représailles, ou si on les en empêche de livrer de l'énergie à l'Europe, nous allons avoir la récession la plus effroyable que l'Europe aura connue depuis les années 70. Donc on est en train de scier littéralement la rentabilité de toutes les entreprises françaises et européennes. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Qu'il se soit accoquiné à des gens comme ça, c'est tout simplement impossible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il ne faut pas voter contre Macron parce que c'est un âne. Il ne faut pas voter contre Macron parce qu'il est incompétent, malhonnête, ou tout ça. Il l'est, on le sait tous.
il faut voter contre Macron parce qu'il peut nous amener la guerre. Et ça, c'est impossible. Donc, faites bien passer ce message. Si cette histoire imbécile avec la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons d'avoir et la guerre et la misère, avec une baisse de notre PIB de 40%. C'est inouï. Donc dites bien à tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vienne, que Macron, c'est la guerre. Macron, c'est pas la paix, Macron, c'est la guerre. Et l'Europe, c'est la guerre. Merci beaucoup. Indo-russo-chinois, combien de temps peut-on encore tenir? Nous en parlons avec Charles Gave, président de l'Institut des libertés et économiste des marchés financiers. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors Charles Gave, on regarde un peu tout cela. Effectivement, ça fait maintenant une semaine que se passe ce conflit, cette invasion, cette agression. Appelons-la comme... Il y a plusieurs mots pour ça, mais en fait... Justement, c'est aux financiers, aux connaisseurs de la finance. Vous êtes entre l'Amérique, entre la Chine, la France, l'Europe. Parlons d'abord quelque chose. On entend beaucoup que, étant donné qu'on est en train d'attaquer sur la monnaie, qu'on est en train de geler les avoirs des oligarques russes et autre chose, qu'on est en train on l'a vu pour RT France et autrement, et on parle d'un retour à l'étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une raison, ça, les retours à l'étalon or, c'est assez simple. C'est que les États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ont décidé d'extraterritorialiser leurs droits sur le dollar. Autrefois, si la France vendait quelque chose au Soudan, en dollars, puisque le commerce international se passe en dollars, beaucoup. Là, oui. Eh bien, la France vendait au Soudan et personne n'en parlait. Et puis, le Soudan est devenu un pays interdit par les États-Unis. Et donc, la France vendait au Soudan en dollars. Et donc, les États-Unis ont dit, comme c'est en dollars, le droit américain s'applique. Et on a collé une amende de 8 ou 9 milliards d'euros à la BNP. Et puis ensuite, on a saisi les réserves de change de l'Iran, par exemple. Et maintenant, on vient de saisir les réserves de change en dollars et en euros de la Russie. C'est-à-dire que vous dites, cette espèce de... Pax Americana qui régnait depuis 1946, où si j'avais des dollars, une fois que je les avais gagnés, ils étaient à moi, j'en faisais ce que je voulais, c'est fini. Donc le droit américain maintenant s'applique à tous les actifs en dollars, c'est-à-dire que dans toute transaction dans le monde aujourd'hui, il y a 3 types qui sont au courant, vous et moi si on s'est vendu quelque chose, et la CIA en dollars. Donc vous pensez bien que tout passe par le dollar. Oui. Tout passe par... Si ça passe par le dollar. Si ça passe par le dollar. Mais si on faisait des affaires entre vous et moi en or, la CIA ne serait pas au courant. Donc vous pensez bien que le rôle du dollar comme monnaie de réserve, c'est fini. Plus personne n'y croit. C'est terminé pour vous. C'est une perte de souveraineté inimaginable. Oui. Mais alors, dites-moi, le gel des avoirs russes, pour parler de l'actualité, les sanctionne très gravement c'est à peu près la moitié de la réserve, pas tout à fait, parce qu'ils en avaient quand même mis un paquet en euros. Et là, c'est la BCE qui a décidé de geler les réserves en euros, parce qu'il n'y en avait plus que 4% en dollars. Ça fait un petit moment qu'ils se préparent. Donc, ils ont la totalité de leurs réserves gelées aujourd'hui? Non, 50% à peu près. Parce qu'ils ont pas mal de réserves en yuan. Ah ouais. Ils ont à peu près pas mal en yens, et à peu près entre 25 et 30% en or. D'accord. Donc, et alors, c'est envisageable, par exemple, une espèce d'alliance financière indo-russo-chinoise? C'est assez simple. C'est que la Russie est très gros exportateur de matières premières. On va en reparler, j'imagine. Oui. En particulier d'énergie, de pétrole. Et donc, ils ont qu'à facturer leur pétrole à la Chine en yuan. Mais à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de passer par le dollar. Donc, c'est une incitation formidable à tous les gens qui, dans le fond, n'ont pas envie de se retrouver sous le contrôle de la CIA, à passer à facturer dans une des deux monnaies, soit celle du pays qui exporte, soit celle du pays qui importe. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Charles Gave, je me rappelle, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi il pousse à ce point la Russie dans les bras de la Chine. Ce que je vous avais dit il y a une semaine. Il continue à qui mieux, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais, Et c'est une des erreurs massives. Mais ce qu'il faut dire ici rapidement, c'est que les États-Unis, la Chine est un gros exportateur, la Russie est un gros exportateur de matières premières, mais le gros consommateur de matières premières, c'est l'Europe. Il y a à peu près
Il y a à peu près 40%, ça dépend. Mais oui, de gaz russe, ou de pétrole russe. Oui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le charbon, dans les 10 derniers jours, a plus que doublé. Et de l'année dernière, sur les 12 derniers mois, il a été multiplié par 5. Et les Russes sont parmi le 3e producteur de charbon mondial. Et puis les Russes sont le 3e exportateur mondial de blé. Et donc, mais est-ce que l'Europe peut se passer entièrement, si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas? Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'ils réussissent à tirer, 1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum, et ça suffira pendant quelques jours à l'Allemagne, quoi. Oui, c'est tout. Donc, on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Bah, écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Hein. Bon, bah, si on vous coupe l'énergie, bah, votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Mais enfin, personne ne raisonne un peu à moyen terme comme ça, même pas à court terme. Mais il y a beaucoup plus grave. Ça paraît idiot, mais en effet, il y a beaucoup plus grave. C'est les effets collatéraux. Vous savez, c'est le truc. Quand vous dommages collatéraux, oui. Les dommages collatéraux, quand vous bombardez, vous avez un type qui passait là par hasard et pof, il se fait tuer. Bon, c'est un coup de pas de peau. Je vais vous donner un ou deux exemples qui me semblent absolument extraordinaires. C'est que la plus grosse société, le plus gros propriétaire d'avions dans le monde, d'avions, oui, c'est une société irlandaise qui achète les avions et qui les loue ensuite aux compagnies aériennes. Qu'on se dit, j'ai pas besoin de mettre du capital, comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Elle a 550 avions à peu près, cette société, en Russie. Et donc, ben maintenant, les Russes ne peuvent plus faire sortir leurs avions. Et donc, ben, ils payent plus. Ouais. Et donc, la société irlandaise va sauter. Oui, faillite, évidemment. Une faillite, puisqu'elle a... Et donc, on va se retrouver avec 550 avions qui ont été faits par qui? Par Airbus. D'accord. Et donc, vous allez avoir un chômage monstrueux à Toulouse, parce qu'il y a 150 avions qui vont apparaître sur le marché. Bon, c'est déjà un truc auquel on pourrait réfléchir 2 minutes. Oui. Mais... Oui. Non, c'est intéressant, Charles Gave, ce que vous dites, parce que je crois que les gens, comme on leur en parle pas, l'Europe, vous dites, est dépendante à 40% voilà. des Russes du point de vue de l'énergie, etc. Enfin, de l'énergie, mais le prix du blé est en train de monter comme une fusée, parce que certes, la Russie est un gros exportateur de blé, mais l'Ukraine aussi. Donc la campagne de cet été va peut-être pas être terrible en Ukraine. Hein, ouais. C'est à peu près la moitié des exportations russes. Et donc le prix du blé monte. Mais chaque fois que le prix du blé est monté dans l'histoire, il y a eu des révolutions en Afrique du Nord. Parce que les gens, ils n'avaient plus rien à bouffer. Puisqu'ils bouffent du couscous, si vous voulez. C'est fait avec quoi le couscous? Avec du blé dur. Hein, Donc il y a toute une série de trucs. Oui, c'est les jeux de domino, quoi. C'est le jeu de domino. Et en plus, la Russie aujourd'hui a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire. Oui. Elle a un budget excédentaire. Elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin, même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure, donc elle s'est parfaitement préparée à cette guerre. Elle peut vivre en autarcie. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans, ce que vous dites. 2 ans. Et puis nous, on ne peut pas vivre 2 mois. Donc on est là en train de courir partout, de crier démocratie, démocratie en sautant sur nos chaises, comme disait De Gaulle, mais je pense pas que les gens aient bien conscience du rapport des forces. Oui, c'est assez étonnant. On va continuer à parler, c'est en même temps passionnant, mais c'est vrai très préoccupant. On en parle avec Charles Gave après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent aux Français et Charles Gave parle aux auditeurs de Sud Radio. Justement, Charles, on voudrait parler des marchés dérivés, de SWIFT et de ce qui se passe dans les banques du monde entier en ce moment.
Mais sur ça, le marché. C'est pas beau à voir. Hein, je vais vous dire ça tout de suite. Mais je vais essayer d'expliquer aux gens de la façon la plus simple possible. Quand on parle marché financier, la plupart des gens s'imaginent que ce sont des actions d'obligations et puis qu'il y a des gros spéculateurs qui s'en mettent plein les fouilles. Ils ne savent pas très bien comment parce qu'ils le feraient s'ils pouvaient, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que derrière chaque prix dans les marchés financiers, il y a toute une série de produits dérivés qui se mettent. Et c'est là où les gens, où il y a des transactions gigantesques. Je vous donne par exemple, oui, un exemple. Un exemple, le pétrole. Bon, oui. Le pétrole. Vous avez un gars qui, par exemple, produit trop de pétrole en Russie. Et puis, il gagne sa vie à $40 le baril. On est à 80. Il est content. Il se dit, je vais vendre mon pétrole à terme. C'est-à-dire qu'il va vendre le pétrole, pas de cette année, mais de l'année prochaine et l'année d'après. Ah oui, déjà, oui. Il se dit, comme ça, je touche 80, je gagne 40, et puis, s'il y a des gens qui gagnent plus, moi, j'en ai rien à foutre. Bon, et à ce moment-là, vous avez quelqu'un en face, par exemple, je ne dis pas, j'en sais rien, mais elle est Air France, qui est un gros utilisateur de pétrole, avec ses avions, qui se dit, moi, il faut que je couvre mon risque de hausse des prix du pétrole, donc ils vont acheter le pétrole au-dessus de 80. Et comme ça, et donc vous avez un vendeur de pétrole à 80, un acheteur de pétrole à 80, et puis au milieu, vous mettez une banque qui va délivrer des lettres de crédit pour acheter ceci, pour acheter cela. Donc la banque, c'est l'endroit où se passent les transactions. Voilà, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Et parfois, d'ailleurs, la banque va se dire... je connais celui-là qui veut vendre, je connais celui-là qui pourrait acheter, je vais leur donner des coups de téléphone et je vais voir si par hasard ils pourraient pas faire le deal à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je prends ma commission, etc. Par exemple. Et en plus, vous pouvez vendre des options d'achat, des options de vente. Donc, les marchés à terme, les marchés futurs, les options, c'est des systèmes d'assurance où les gens s'assurent contre un truc qui serait cataclysmique pour eux, et puis il y a quelqu'un d'autre qui peut porter ce risque, qui prend le risque. Qui prend le risque, d'accord. Donc, vous pouvez imaginer que derrière les marchés, il y a une immense constellation d'assurances qui sont prises, et ça représente des milliards de transactions et des centaines de milliards de dollars. C'est à peu près 3 fois le PIB mondial. Oui, c'est dingue. Donc, c'est gigantesque. C'est une myriade de produits dérivés. Une myriade de produits dérivés, ça s'échange dans tous les sens, et personne n'y comprend rien. Ne sait où est le risque. Parce qu'il est complètement éclaté dans tous les sens. Personne n'y comprend rien. Bon, alors maintenant, imaginez qu'il y a un type absolument génial en France qui décide de ruiner l'économie russe. Oui, comme l'a dit l'admirable Bruno Le Maire. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il interdit on interdit aux Russes d'utiliser le dollar. Ben, ils peuvent plus vendre leur pétrole. Oui, puisque c'est en dollars. Puisque c'est en dollars. Donc à ce moment-là, Air France... Il livre pas le pétrole à Air France. Et Air France, qui s'imaginait être couvert contre le risque du pétrole qui monte, ils sont obligés de galoper dans les marchés pour l'acheter au comptant. Oui. Ce qui fait venezuélien marché partout, quoi. Partout. Et ce qui fait monter le prix du pétrole comme une fusée. Et le prix du pétrole qui monte comme une fusée, ça fout une récession partout. Parce qu'une hausse des prix du pétrole, c'est une augmentation des impôts. Hein, c'est rien d'autre. Clair. Qui est prélevé. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde complètement farfelu, où vous risquez d'avoir la banque qui avait garanti les deux côtés, qui d'un seul coup, elle ne reçoit pas le pétrole. Donc elle ne reçoit pas l'argent. Donc elle ne reçoit pas l'argent, mais par contre, elle s'est engagée vis-à-vis d'Air France. Ah oui, c'est ça. Et elle prend une perte gigantesque. Parce qu'aujourd'hui, on est à 117, entre 80 et 117. Pas mal. Et donc la banque saute. Et qui finance le commerce mondial comme ça partout dans le monde? Eh bien, c'est les banques françaises. Partout dans le monde? C'est les plus grosses. Ouais, BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Et donc, ce qu'elles font, au fond, c'est qu'elles émettent du papier commercial à New York, elles prennent des dollars, et ensuite, elles prennent ces dollars et elles vont les prêter soit à Air France, soit à Rosneft, soit elles se débrouillent comme ça. Mais si elles font faillite, si d'un seul coup, il y en a un des deux qui fait défaut. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que cette truc... Tout ça, ça peut être les conséquences de ce qui se passe. Ça peut être les conséquences. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est un système d'assurance mutualisée, c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que la perte de l'un, elle gagne de l'autre. Donc, il n'y a pas de... Il y a des gens qui touchent des commissions, mais enfin, c'est tout, quoi. Ben, si vous avez d'un seul coup un des deux qui avait assuré ou qui s'était fait assurer, qui fait faillite, l'autre reste les jambes en l'air, si j'ose dire, et il se retrouve ruiné.
Et c'était ce qui s'est passé en 2008-2009 quand... Avec les subprimes. Avec les subprimes, quand AIG et Lehman avaient sauté. Donc il y avait toute une partie de réassureurs qui avait disparu. Et le système s'est complètement arrêté. D'un seul coup, la vélocité de la monnaie est tombée à zéro. Oui, mais enfin, on a aujourd'hui, ils ont tous le souvenir de 2008, c'est pas loin. Est-ce que ça peut vraiment se renouveler de la même façon ou d'une autre façon Exactement que ça peut se renouveler de la même façon. S'il y a une banque française qui a prêté des dizaines de milliards de dollars à Rosneft et qui ne sont pas livrés ou j'en sais rien. Rosneft, c'est la compagnie de pétrole russe, oui. Et bien sûr que ça peut se produire. Et alors c'est pour ça que je dis aux gens, regardez les marchés financiers, et si vous voyez les banques françaises commencer à se casser la gueule, le marché ne comprendra pas pourquoi, mais moi je comprendrai. C'est qu'il y a des cadavres absolument monstrueux dans toutes ces activités d'assurance, de réassurance. Vous avez rompu la chaîne de l'assurance. Et vous vous retrouvez dans la situation du gars qui a une assurance incendie dans sa maison, pour sa maison, et puis l'assureur fait faillite. Mais ce que vous dites, Charles Gave, parce qu'on ne va pas précipiter tous les auditeurs et les guichets de banque, mais ça ne peut s'arrêter quoi alors? Donc en fait, on souhaiterait de partout qu'il y ait un cessez-le-feu ou que ça s'arrête vraiment pour retrouver la chaîne ou pas? Oui, mais en même temps, quand on a cassé un certain nombre de lignes commerciales qui marchaient depuis toujours, ça se refait pas en 5 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de toucher avec leurs gros doigts velus et plein de graisse des espèces de petits parchemins tout à fait ravissants qui vont détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez détruit ça, oui, c'est difficile à reconstruire. En fait, c'est difficile. C'est de la porcelaine, ce truc. C'est de la porcelaine très fine, très... Et sans ça, rien ne marche, parce que l'assurance du risque, c'est l'essentiel, si vous voulez. De la transaction. De la transaction. Ouais. On ne cherche qu'à protéger ses risques dans ces marchés. Je parle de la compagnie, je parle de Air France qui a besoin d'acheter du pétrole, mais ça peut être EDF qui a besoin d'acheter du gaz. Vous voyez, donc d'un seul coup, ils se retrouvent short. Ouais. Le truc, ils se retrouvent short, mais ils peuvent pas couvrir. Ils sont pas là, ils le produisent pas, le gaz. Ouais, il est à court et il ne sait plus quoi faire. Mais dites-moi juste pour et à propos de Swift, vous voyez, le Swift, c'était ce qui assurait le paiement dans tout dans ce monde virtuel. C'était ça. C'était ça. De toute façon, vous étiez assuré, le paiement se passait par Swift. Donc, on dit aux Russes, Swift, c'est fini. Mais les Russes vont être très embêtés avec ça quand même. Les Russes sont très embêtés, mais c'est là où ça devient presque risible, c'est que dimanche matin, on annonce fièrement que les Russes n'auront plus accès à Swift. Oui. Et alors, il y a dû y avoir quelques coups de téléphone donnés par Deutsche Bank et BNP aux gens qu'il faut, en leur disant, dites les gars, on va pas vous faire de peine, mais nous, si les Russes n'ont plus accès à Swift, ils peuvent plus nous payer pour l'énergie, pour le pétrole. Donc, si ça vous fait rien, on aimerait que Swift soit arrêté pour les Russes, pour les achats de sucettes ou de voitures, mais pas pour les achats d'énergie. Il ne faut pas déconner quand même. Il y a tout de suite l'exception. Tout de suite. Et d'un seul coup, ils ont le soir, il y avait le deuxième communiqué qui arrivait en disant oui, on coupe Swift, mais pas pour l'énergie. Comme c'est là que les Russes ont tout leur pognon, ils auraient mieux fait de pas le couper du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils ont pris la décision le matin, et que entre le matin et le soir, il y a des gens qui sont venus leur dire, dites les gars, vous nous amenez une crise financière, mais comme il n'y en a jamais eu, quoi. Vous savez pas ce que vous faites. Et c'est vrai, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont incompétents. C'est ça. On arrive à cette conclusion lumineuse, vraiment. Comme vous dites, vous savez ce que disait Henri de Montalon dans La Reine morte, cher Charles Gave, il disait en prison, au duc de Vert, en prison pour médiocrité. C'est exactement ça. Mais il n'y en a pas assez en prison. Il n'y en a pas assez, c'est vrai. Charles Gave, juste honnêtement, on a très peu de temps, mais en une phrase, on peut quand même sortir de là. C'est pas quand même l'apocalypse now. Regardez le système financier européen, honnêtement, parce que le système implose, c'est en Europe. Parce que les États-Unis sont à peu près couverts, l'Asie est à peu près couverte, donc c'est l'Europe qui est, et à ce moment-là... Qui est en première ligne. Qui est en première ligne, et qui est d'ailleurs la meilleure pour se tirer une balle dans le pied, dans la tête, où vous voulez, quoi. Ils sont tout à fait remarquables. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes considérables à l'intérieur de l'euro. Oui. Parce que vous allez vous retrouver d'abord avec une inflation qui est en train de partir comme une fusée, et ensuite, ça amuse pas les Allemands, l'inflation, mais c'est là où elle est la plus forte en Europe aujourd'hui. C'est assez rigolo, c'est les pauvres Allemands, c'est eux qui dégustent le plus. Et une fois que mais vous pouvez pas monter les taux.
Bien sûr. Mais si la BCE l'a dit, on ne monte pas les taux. On ne monte pas les taux. Donc, mais si on ne monte pas les taux, ça veut dire que l'inflation va continuer d'être plus belle. Et donc l'euro va se viander, et que les Allemands vont devenir énervés, et qu'un de ces quatre, les gens vont dire, mais j'en ai marre de cet euro, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pour ça qu'ils ont mis 100 milliards pour leur armement. Ils vont devenir la grande... Oui, et alors que les gens pensent que réarmer les Allemands soit une bonne idée, me laisse pantois. Merci Charles Gave, merci pour ces éclaircissements, vous voyez. Et André Berkoff et toute l'équipe, on vous remercie à être plus de 500 000 à nous suivre sur YouTube et à réécouter en replay nos émissions, et ce sera le cas avec Charles Gave évidemment. Et dans un instant, André Berkoff avec Céline Alonso, vous vous consacrerez à la fabrique des chefs-d'œuvre de la littérature, de La Fontaine à Victor Hugo, mais aussi Stendhal. Mais il dit n'importe quoi, ce pauvre garçon. Il a fait c'est normal supplétre, il ne sait pas faire une règle de 3. Je crois pas qu'il faut poser des questions sur Bruno Le Maire, parce que je vais être désagréable. C'est le pouvoir d'achat des Français d'aujourd'hui, mais si vous rajoutez la dette qu'il faudra repayer, les intérêts sur la dette qu'il faudra payer, il est en baisse extraordinaire. Donc ce pouvoir d'achat, c'est une notion complètement folle. C'est-à-dire que vous avez un trou à votre banque, vous empruntez plus, votre pouvoir d'achat s'est maintenu, et donc vous avez bien fait. Mais non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir, c'est la création de richesse. Vous avez qu'à regarder dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les rankings, Et la France, par contre, est tout à fait en queue dans tout ce qui est corruption. On est maintenant tout à fait au niveau du Zimbabwe ou des trucs comme ça. Donc, c'est la grande nouveauté qui s'est passée en France dans ma vie, c'est-à-dire dans les 50 ou 60 dernières années, c'est que la classe dirigeante française est devenue corrompue. Les hauts fonctionnaires sont devenus corrompus, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Mais il dit n'importe quoi, ce pauvre garçon. Il a fait c'est normal supplétre, il ne sait pas faire une règle de 3. Je ne crois pas qu'il faut poser des questions sur Bruno Le Maire, parce que je vais être désagréable. Et le pauvre garçon. Il faut que je vous dise un seul truc, c'est que, ici, pour essayer d'expliquer aux gens, c'est que pour mesurer la rentabilité d'une affaire, on calcule quelque chose qui s'appelle la marge brute d'autofinancement. C'est-à-dire, c'est un truc que tout le monde comprend, combien il y a d'argent qui rentre dans la société, les ventes, combien il y a d'argent qui reste, les coûts, et combien reste à la sortie, c'est les profits, mettons. Et ben, la marge brute d'autofinancement en France est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Suisse. Donc, et ça fait des années que ça dure. Donc, si vous voulez établir une usine, vous n'allez pas la mettre en France, puisque la rentabilité sera la moitié de ce qu'elle est dans les deux pays à côté. Donc c'est une imbécilité totale. Cet homme ne raconte que des imbécilités, c'est stupéfiant. Vous savez, c'est ce que faisait Chirac tout le temps aussi. Il avait ce qu'on appelle en termes logiques des non-séquitures. J'ai mis mon chapeau bleu aujourd'hui, donc il va pleuvoir. Vous voyez, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et donc il n'y a aucun rapport entre les deux parties de cette phrase. Donc M. Le Maire est un type qui n'a jamais fait de logique, ce qui ne m'étonne pas. Mais alors j'ai essayé de répondre à la question. Le PIB de la France, d'après les calculs officiels, est en hausse, je crois, de quelque chose comme 30 ou 40 milliards. Pendant la même période, la dette est en hausse de 500. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une machine électrique qui devrait faire de l'électricité. Hein. Si vous mettez 500 watts et que vous en tirez 100 watts, c'est pas une bonne affaire. Mais c'est ce qu'ils font. Ils mettent de la dette et ils ne retirent même pas 1 centième de croissance. Donc c'est n'importe quoi. Ben ça, on va attendre 5 minutes, parce que le jour où il n'y aura plus de gaz, qui arrivera ni en France ni en Allemagne, et ben, la croissance française, elle va se rater. Et pour l'instant, ce que les gens ne comprennent pas, 40% de l'énergie allemande, ou 50%, vient de Russie. Charbon, gaz ou pétrole. Pour l'instant, Poutine permet à ce gaz ou à ce pétrole d'arriver, mais à la fin du mois, il va falloir que nous payions en roubles. Alors on n'a pas de roubles. Donc il va peut-être couper et dans ce moment-là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'économie allemande va absolument s'effondrer. Si l'économie allemande s'effondre, je ne vois pas très bien comment l'économie française va s'en sortir. Donc on est dans une espèce de situation qui me paraît toujours fascinante. C'est qu'il y a des hommes politiques, quand il y a un problème qui arrive, ils se disent « il faut que je fasse quelque chose ». Donc ils font n'importe quoi, comme on l'a vu pour le Covid, et ensuite ils disent « regardez, j'ai fait quelque chose ». Et s'ils ont fait des trucs qui ne marchent pas, et s'ils font des trucs qui ne marchent pas, et ça ne les gêne pas. C'est-à-dire que l'action précède la réflexion, chez eux, ce qui est stupéfiant. C'est une ânerie de plus. Le jour où ils vont marcher les pieds nus dans la neige parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de gaz,
J'imagine qu'ils iront jeter des cailloux sur la maison de monsieur le maire, mais j'imagine qu'à l'époque, il sera sans doute à Londres ou il sera parti ailleurs, quoi. Non, mais le gars, il se moque vraiment. Comment peut-on dire des contre-vérités comme ça, quoi? Mais c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est le rétablissement des finances publiques. Enfin, la dette, on est passé on était à 90, en termes de PIB, et maintenant on est à 125. Le quinquennat dans lequel il y a eu la plus grosse augmentation de la dette étatique de l'histoire de la cinquième. Donc, ce type est soit un crétin, soit un menteur. Démissionner. Ma question est toute simple, c'est est-ce que les sanctions qui sont prises contre la Russie sont des sanctions, et les sanctions économiques qui sont prises contre la Russie sont des sanctions efficaces? Est-ce qu'elles font mal à la Russie? À la Russie, je ne suis pas certain, mais à l'Europe, certainement. Ça, c'est absolument certain, puisque la Russie est un pays qui est très autarcique. Le commerce n'est pas très important. Il domine complètement tout ce qui est le monde de l'énergie. Par exemple, 30% de notre énergie en Europe nous est fournie par la Russie. Si on réussit, comme il y a une pénurie de pétrole et d'énergie fossile aujourd'hui dans le monde, parce qu'on n'a pas cherché de pétrole et d'énergie depuis 10 ans, eh bien, le prix de l'énergie va continuer à monter. Et j'ai aucun doute que les Russes n'auront aucun mal à vendre leur énergie aux Chinois, aux Coréens, parce qu'ils en demandent tous, surtout s'ils pouvaient payer dans leur monnaie nationale, à la place de payer en dollars. Mais on a dit tout de même que la Russie était en cessation de paiement mercredi. Elle ne pouvait pas payer ses dettes. Alors là, ça fait partie de la grande désinformation. Vous savez, les bouteillons qu'on dit, c'est que la Russie ne devait pas payer ses dettes, et pourtant elle les a payées. Alors on a appris avec stupéfaction que, ça reste confirmé, que la Russie avait donné des ordres à une banque américaine dans laquelle elle avait des comptes, pas ses réserves de change qui sont gelées, mais une banque dans laquelle elle avait des comptes, et que la banque américaine avait payé toutes les obligations, les intérêts sur les obligations. Et donc ça veut dire simplement que ces braves Américains, ils ont eu une telle trouille à l'idée que la Russie puisse faire défaut, ce qui créerait des complications gigantesques dans les marchés financiers, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle fasse défaut, qu'ils auraient autorisé la banque américaine, c'est-à-dire le Trésor et la Banque centrale américaine, ont autorisé à payer. Et ça, vous en êtes sûr? J'en suis pas certain, mais en tout cas, la Russie a dit, nous avons payé, nous avons donné l'ordre à notre banque qui s'est exécutée. Donc, personne n'a rien dit dans le sens inverse. Ça voudrait dire que c'est du grand n'importe quoi. On nous dit qu'on bloque les paiements à la Russie. Je vous signale que les livraisons de gaz russes à l'Europe ont augmenté depuis le début de la guerre. Et qu'elles sont payées. Vous confirmez oui. Effectivement, la Russie n'a jamais coupé le robinet du gaz pour l'Europe. Au contraire, elle respecte les contrats qui ont été signés et elle continue de vendre son gaz au tarif spot. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gaz est beaucoup monté à cause de toutes les bêtises et aussi de la pénurie d'énergie, et que donc aujourd'hui, la Russie touche de l'Europe 800 millions de dollars par jour de plus. Oui, c'est ça. Que ce à quoi elle s'était engagée. Oui. Donc, avec des pénalités comme ça, ne va pas la faire souffrir longtemps. Hein. Donc, vous êtes en train de nous dire que la Russie ne souffrira moins que l'Europe des sanctions qu'a prises l'Europe contre la Russie. Ça va de soi, oui, c'est tout à fait ce que je dis. Moi, j'ai un tout petit bémol parce que la Russie va souffrir, certainement beaucoup. Mais l'avantage que possède la Russie sur nous, c'est que la Russie est résiliente. C'est que le peuple russe, généralement, est habitué à ce genre de situation où elle subit des pénuries, elle subit des restrictions. Et elle est habituée, donc, alors que nous ne le sommes pas. Je reviens à Charles Gave pour qu'il tente de m'expliquer. Moi, je ne suis pas du tout financier ni économiste, mais par exemple, j'entends que le système SWIFT, qui est un système de mutualisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, des transactions, est un système qui a été interdit pour une grande partie des banques russes, et donc cela asphyxierait, dans le fond, l'économie russe. Vous ne semblez pas non plus tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que ce système SWIFT, dans le fond, sans rentrer dans trop de détails. Avant de venir au système SWIFT, je vais dire quelque chose, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une espèce de blitzkrieg fait par les grandes banques centrales européennes et américaines pour essayer de détruire la monnaie russe en l'espace d'une semaine. Ça a complètement échoué. C'est-à-dire que les Russes ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont permis à tout le monde en Russie d'acheter de l'or sans TVA.
Mais le cours du rouble a nettement diminué tout de même. Oui, mais ça, on s'en fout. À l'intérieur de la Russie, il ne s'est rien passé. Les gens, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'hyperinflation. Donc le gouvernement russe a dit, si vous n'avez plus confiance dans la monnaie, vous pouvez acheter de l'or sans TVA et on vous en donne. Donc ça a stabilisé la panique tout de suite. Vous savez, on a mis les gros lingots d'or comme ça. Donc la première des choses, c'est que le système financier russe ne s'est pas écroulé. La deuxième chose que les gens ne comprennent pas, mais c'est bien dommage, mais le nombre de choses que les gens ne comprennent pas est considérable, surtout dans nos gouvernements, c'est la suivante, c'est que le capitalisme, c'est la recherche du profit, comme chacun sait, ce qui est bien normal. Et la deuxième chose, c'est un système d'assurance mutuelle. C'est-à-dire, prenez l'exemple d'Air France, qui dépense énormément d'argent en énergie. Air France, si elle a un trésorier convenable, si le prix du pétrole commence à monter, il va essayer de se couvrir pour 2 ou 3 ans, il va acheter du pétrole à terme. Donc il va acheter du pétrole, mettons s'il était à 40, ils vont en acheter, si le pétrole passe au-dessus de 60, vous me couvrez contre de la hausse. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va l'assurer contre la hausse des prix du pétrole. Ce quelqu'un, ça pouvait être Rosneft, par exemple, la grande société de production russe. Mais si vous bloquez Rosneft, si vous l'empêchez de toucher son argent, si vous l'empêchez de remplir ce contrat, Air France va se retrouver à poil. Quand le prix du pétrole passe de 60 à 120, Air France fait faillite. Donc vous avez tout un système d'assurance comme ça qui marche dans tout le capitalisme, où tout le monde assure les risques de tout le monde, c'est une espèce d'assurance mutuelle. Et les paiements à l'intérieur de ce système étaient faits par le système de paiement dont vous parlez, SWIFT. Et vous venez de casser une machine extraordinairement pointue à laquelle personne ne comprend rien. Parce que c'est tellement compliqué, vous avez des dizaines de milliards de transactions par jour. Les transactions dans ces marchés sont très supérieures au PIB mondial tous les jours. Donc s'imaginer qu'on peut casser quelque chose comme ça et que ça ne va pas avoir d'effet secondaire, c'est d'une imbécilité totale. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu l'ensemble du système capitaliste infiniment plus fragile, puisqu'il suffit qu'il y ait un gars qui fasse défaut sur une de ses obligations qu'il avait prises. C'est comme si vous aviez assuré votre maison contre l'incendie, et puis vous apprenez que votre assureur a fait faillite, ben vous allez vous racheter une assurance le lendemain matin à n'importe quel prix. C'est-à-dire que vous nous décrivez un possible effet domino comme il y en avait eu un après la faillite. Mais c'est exactement la chute de Lehman. C'est ça. C'est exactement la chute de Lehman. Ils nous ont fait la chute de Lehman puissance 10. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils ont fait. La crise dont vous parlez qui a engendré la crise financière qui a débuté en 2008. Oui, c'était la grande crise de 2008. La grande crise de 2008, c'est Lehman et AIG qui ont sauté. Mais je veux bien, je ne peux pas vous contredire, je n'ai pas vos qualités. Mais personne ne le peut. Mais comment se fait-il que cette analyse-là ne soit pas une analyse qui ait été perçue par ceux qui ont pris ces décisions? Si je comprends bien, il se tire une balle dans le pied à chaque fois. Ah ben c'est pas la première fois. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand ils ont décidé d'interdire les banques SWIFT, d'interdire les banques suisses à SWIFT, le dimanche matin, ils ont fait paraître un communiqué triomphant en disant on va punir les banques russes et vous allez voir ce que vous allez voir. Le dimanche soir, il y a eu un deuxième communiqué qui est sorti en disant finalement, il y a un certain nombre de banques, celles qui travaillent beaucoup sur le pétrole et le gaz, qui ne seront pas l'objet de ces... Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement la Deutsche Bank et BNP qui avaient téléphoné en disant dites les gars, si vous interdisez les banques suisses, on saute tous les deux. Donc, c'est-à-dire que le matin, ils ne savaient pas que s'ils faisaient ça, ça allait sauter BNP et la Société Générale et la Deutsche. Donc, je veux dire, ces gens-là sont d'une incompétence qui dépasse l'entendement. Quels sont les risques que peut courir la France et l'Europe plus généralement, mais la France tout particulièrement, avec ces mesures qui sont prises pour faire pression malgré tout sur Vladimir Poutine? Qu'est-ce que la France risque de maintenant? C'est pas difficile, ce qu'elle risque. On a déjà le coût du travail le plus élevé du monde, non? Avec la République sociale qu'on a et tout, ça fait longtemps qu'on sait très bien que le coût du travail en France est absolument invraisemblable. On est en train de forcer notre appareil industriel à sortir d'un endroit où on avait un avantage comparatif, qui était le moteur à explosion, le moteur à 4 temps, pour nous transformer en électricité, dans lequel nous n'avons aucun avantage comparatif. Donc c'est une augmentation des coûts gigantesques sur notre appareil industriel. Et maintenant, on est certain que l'Europe sera l'endroit du monde où l'énergie sera la plus chère. Parce qu'on a acheté une grosse partie de notre énergie en Russie avec des contrats à long terme, c'est-à-dire 40 à 50% en dessous des prix actuels.
Et maintenant, les Russes vont les vendre ailleurs. Et nous, on va devoir acheter ce manque d'énergie, parce qu'on n'en a pas, hein, au prix du marché et en dollars. Alors que les Russes étaient d'accord pour nous racheter des obligations, donc on en payait une grosse partie en monnaie européenne. Donc ça veut dire que l'Europe va devenir de loin la partie du monde qui sera la moins compétitive. Ouais. C'est certain. C'est certain. C'est-à-dire que l'industrie européenne, tout le monde parle de réindustrialisation, c'est à mourir de rire. Ils sont en train de détruire l'industrie européenne en 5 minutes. Pierre Lerin, je vous voyais acquiescer. Vous partagez cette analyse ? Oui, je crois qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. C'est que on est devant une crise énergétique majeure, surtout en Europe. Et ce que l'on voit se profiler, c'est que la Russie va vendre son pétrole et son gaz à d'autres pays qui ensuite les vendront à l'Europe avec culbute. Dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'on en trouvera. Mais ils auraient bien plus intérêt à faire. Regardez, prenez les chiffres. La Russie importe 60 milliards de dollars à peu près par an de Chine et 60 milliards d'Europe. Les Chinois font à peu près tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on leur vend en russe? On leur vend des bagnoles, des sacs Hermès. Bon, ça, les Chinois ne vont pas les faire, mais ils peuvent en faire des copies. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vient de perdre 60 milliards d'exportation, boum, comme ça, d'un seul coup. Et comment les États-Unis s'en tirent-ils par rapport à l'Union? Les États-Unis sont quasiment autosuffisants énergétiquement. Ils exportent que 4 ou 5%. Ils exportent en tout 5 milliards par an en Russie, c'est-à-dire rien. Et donc, les États-Unis, une fois de plus, nous montrent qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen. Vous voulez dire à se battre contre l'Europe, vous voulez dire? À se battre pour n'importe quoi, à condition que les victimes soient en Europe. Vous voulez dire que les États-Unis jouent contre le camp européen? Mais complètement. Les États-Unis sont en train de détruire toute l'industrie européenne. Argumenter un peu plus quand même, parce que là ça me semble... c'est pas difficile à partir du moment... Je vous passe ensuite la parole, Pierre Lerin, pour parler de votre livre. Ne vous inquiétez pas. Non, il y a 10 minutes. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est assez simple. Si vous faites monter les coûts d'un de vos principaux concurrents de façon gigantesque, ça bénéficie à qui? Pierre Lerin, vous... Oui, je crois aussi, si vous voulez, c'est dans les mondes orthodoxes, il n'y a jamais eu la séparation entre l'Église et l'État. Et donc le chef de l'État a une dimension religieuse. Et peut-être Poutine fait-il l'analyse, mais j'ai aucune information spéciale. J'en suis bien loin, mais peut-être fait-il l'analyse simplement que l'Occident est porteur de valeurs aujourd'hui dont il faut protéger la population russe. Et il pense peut-être que c'est une façon de protéger, je ne sais pas, la famille ou j'en sais rien. Donc voilà un petit peu. Ce que je voulais dire sur la stratégie militaire, c'est que la plupart des gens pensent en termes toujours de faire tomber la tête. Donc on essaye de capturer la capitale, puis là on a gagné. En réalité, les stratégies militaires, il y en a deux, où vous essayerez de capturer la tête, ou vous essayez de détruire l'armée adverse. Et quand vous regardez une carte, vous voyez très bien que la stratégie militaire russe, elle est toute simple, c'est de détruire toutes les forces militaires ukrainiennes sur le terrain. Vous regardez la carte et vous voyez que là où les combats ont lieu, c'est tout au nord-est et sud-est, et que vous voyez qu'ils ont pris à peu près toute cette branche qui relie dans le fond toutes les populations russes à la Russie, et puis tout ce qui est vraiment ukrainien, personne n'y touche. Tout le monde s'en fout. Comment vous regardez cette histoire, Charles Gave, vous qui êtes un partisan de la concurrence, un partisan du libre marché? Alors l'intervention d'un politique sur un marché où il a absolument 0% du capital ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a vraiment que dans Orange, mais c'est quand même la troisième bande du billard. Et puis la question de la concurrence pour le consommateur. Vous savez, dans ce domaine, moi, je crois que mon incompétence le dispute à mon ignorance. Donc, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire. Je suis content que les gens s'occupent des télécoms. J'ai dit une fois chez vous, je crois que M. Montebourg ne reconnaîtrait pas un frigidaire d'une machine à laver. Mais dans le domaine technologique, c'est un garçon charmant, mais il est juriste. Il n'est plus là, d'ailleurs. Maintenant, il n'est plus là, Macron, il est inspecteur des finances, mon Dieu, il doit pas savoir comment marche un téléphone. Ah, vous êtes un peu sévère, quand même. Et donc les déclarations de Macron, la manière dont il a mené cette loi Macron, prouve quand même qu'il a un peu la tête sur les épaules et qu'il est totalement largué. Je ne dis pas qu'il est largué, je dis que c'est un domaine extraordinairement technologique. J'ai un frère qui vit en Suède, et il ne passe plus par aucun des opérateurs suédois. Parce qu'il y a un gars qui peut arriver, qui passe par l'Internet
dans Stockholm, tout est branché et il ne passe plus par aucun Internet et ses communications ont diminué de 90%. Le jour où ça arrivera, la dette de 40 milliards ne pourra pas être remboursée. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Vous êtes économiste financier, vous avez publié Sire surtout ne faites rien, vous nous avez assez aidé aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est le dernier livre en date, vous en avez écrit plusieurs, et notamment un en 2001, Des lions menés par des ânes, aux éditions Robert Laffont. Vous dénonciez l'euro. Alors il fallait nécessairement qu'on profite de votre passage avec Xerfi Canal pour vous demander votre analyse de ce qui se passe dans la zone euro aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans une crise, on est dans une impasse, on ne peut pas en sortir? Mais écoutez, on a fait une erreur économique absolument invraisemblable sur la nature de la monnaie. Si je peux vous donner 2 ou 3 explications. Allez-y, je vous en prie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Pourquoi une monnaie a de la valeur? Parce qu'après tout, ça ne coûte rien à produire, ça ne devrait rien valoir ce truc-là. Une monnaie a de la valeur, il y avait 3 explications. Vous aviez l'explication de Aristote qui disait que la monnaie, c'était l'argent métal en Grèce, avait de la valeur parce que ça coûtait très cher à produire. Mais on sait qu'il y a la valeur travail, ça a été prouvé comme étant quelque chose qui ne marche pas. Donc on sait que il explique en quelque sorte les talons or, c'est une négation. Ça n'est pas une réalité économique. La deuxième, c'était Platon, qui disait, écoutez, la monnaie c'est une convention sociale, tous les deux on accepte la monnaie, donc ça va bien, c'est parfait. Et la troisième, c'était le Christ, qui a dit quelque chose de très profond avec l'histoire du pharisien et de la pièce. Quand on lui montre la pièce il dit, qui a-t-il sur cette pièce? On lui dit, il y a César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez la formule. La monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. L'État, c'est l'expression d'une nation qui veut vivre ensemble. Vous savez, c'est la définition de Renan. C'est une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Pour qu'une nation vive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous délégue le monopole de la violence légitime. C'est l'État. Cet État, il a besoin de fonctionner. Et donc, il lève des impôts. Donc, ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que la nation et la monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Et alors, vous êtes en train de dire que ça ne peut pas tenir? Puisque l'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. Si vous voulez, il y a une monnaie française. Prenons un exemple. Les Français, d'après ce que je peux savoir, ont à peu près 70 fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants que les Allemands. Très bien, ça m'est complètement égal. Si c'est le prix que la France doit payer pour avoir sa volonté de vivre ensemble, ça me paraît même une bonne chose. Si vous voulez, je n'ai rien contre l'avoir. Mais qui paye ces fonctionnaires? C'est l'appareil productif français en fin de parcours. Mais si on se mettait, imaginons, à autoriser les transferts entre États, qu'on constituait un budget fédéral conséquent, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'euro tienne? Mais il faudrait ce fameux saut fédéraliste dont on parle beaucoup, mais 2 remarques là-dessus. Il faudrait que l'Allemagne transfère 8% de son PIB. Les réparations allemandes qu'elle n'a pas payées après la Première Guerre mondiale, c'était 2% du PIB. Donc vous imaginez comme les bourgeois de Francfort ou de Hambourg ont envie de payer pour que les Grecs prennent leur retraite à 35 ans ou je ne sais quoi, ou ne travaillent jamais. Ça, donc, c'est la première remarque qu'il faut faire. Et ensuite, les subventions, ça déshonore. Regardez l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord travaille et donne des subventions à l'Italie du Sud. Et là, la seule chose qui a prospéré, c'était le crime, la mafia, les saloperies, la baisse du niveau de vie, etc. Donc, s'imaginer que si les Allemands nous transfèrent du fric, ça va être... On va se retrouver comme des bronze-culs à ne rien faire, payés par des gens qui bossent au Nord. C'est pas acceptable, c'est une honte démocratique. Mais alors, comment est-ce que tout cela va se terminer? D'où va venir l'étincelle qui va faire exploser la zone euro? Écoutez, c'est pas très difficile en général. Quand quelque chose ne peut plus durer, il s'arrête. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire faillite, le Portugal est en train de faire faillite, et l'Italie est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la sauver. Si vous voulez, c'est le 3e ou le 4e marché obligataire du monde. Les banques italiennes ont des dettes non recouvrables de 350 milliards d'euros, ce qui est 16% du PIB italien. C'est-à-dire que l'Italie, aujourd'hui, est en faillite. Nous avons une crise, vous savez, il y a un mot anglais qui dit « solvency », qui est une crise, dans le fond, de solvabilité, et la Banque centrale essaie de la traiter comme si c'était une crise de liquidité.
vous ne traitez pas de la même façon. Quand vous avez une crise de solvabilité dans le monde des affaires, quand une affaire n'est plus solvable, on la met en faillite, ses dettes tombent à 30% ou 20%. On n'est pas dans le cas d'une entreprise, là, on est dans le cas de pays. Il peut y avoir une décision politique à un moment qui sauve l'Italie, on ne sait jamais. Mais l'Italie, comment voulez-vous la sauver? Elle est complètement... Aujourd'hui, l'industrie italienne n'existe quasiment plus. Base 100 en 2000, quand l'euro est arrivé, si vous mettez l'Italie, l'Allemagne, par exemple, sur base 100 en l'an 2000, production industrielle, le nombre de voitures, l'Allemagne est à 135, l'Italie est à 75. Alors, l'Italie a perdu 25% de sa production industrielle en 15 ans. Elle est foutue, elle n'a plus rien à vendre. Alors, elle est foutue, mais elle est encore à ce jour dans la zone euro. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir? Dès qu'ils auront des élections. Dès qu'ils auront des élections, ils peuvent avoir des élections soit cet été, soit au plus tard en mars 2018. Ou bien alors ce qui peut se passer, c'est qu'il y a... C'est tout proche. C'est tout proche, c'est dans les 12 mois qui viennent. Ou bien ce qui peut se passer en mars 2015, ce qui peut se passer, c'est que la Hollande décide de suivre l'Angleterre et de quitter l'Europe. Oui, mars 2017. Mars 2017 maintenant. Oui. Donc si vous voulez, aujourd'hui, j'avais écrit en 2001... L'euro va amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, on y est. On y est. Ça ne marche pas. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait puisque les systèmes sont en train de diverger. Ce qu'il y a de bien avec le système de prix libre, c'est que les systèmes convergent naturellement, si vous voulez. Là, c'est un système qui diverge. Et un système qui diverge devient explosif. Il ne peut pas. Or, la divergence ne cesse d'augmenter. À un moment ou à un autre, un système qui diverge explose. Et donc l'explosion est inévitable, on va retourner aux monnaies nationales. Donc, inévitable et surtout imminente. Et quand on sait les dernières prophéties que vous avez réalisées, encore prophétie, le mot est peut-être un peu fort, vos derniers pronostics, on a de quoi s'interroger. Merci beaucoup Charles Gave. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet! Les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Vous n'avez pas de faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Vive la République! Vive la France! La finale de la Coupe du Monde de football nous a de nouveau donné l'occasion de le vérifier. 2022 aura encore une fois été à l'Élysée l'année du pipeau. Ce n'est pas exactement une surprise, ça fait maintenant plus de 5 ans, depuis qu'il a été pour la première fois élu président de la République française, que nous savons qu'Emmanuel Macron peut proférer d'énormes contre-vérités avec un aplomb phénoménal et que ses ministres peuvent également se comporter en fiefé menteur. Pour le vérifier, il suffit de se rappeler par exemple qu'en 2017, le candidat Macron avait promis que s'il était élu, il construirait un barrage contre l'extrême droite. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Il a effectivement été élu pour la seule et unique raison qu'il s'est retrouvé face à la candidate du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'après son élection, il a construit le barrage qu'il avait promis? Pas du tout. Bien au contraire, il n'a pas cessé, pendant les 5 années qui ont suivi, d'envoyer des signaux vers l'extrême droite, en décidant notamment, quelques mois à peine après son élection, d'honorer celui qu'il appelait alors le grand soldat Pétain, responsable de la déportation de dizaines de milliers de juifs vers les camps de la mort nazis. Aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays.
il n'a pas cessé non plus de prendre aux pauvres pour donner aux riches, en baissant par exemple, dès les premiers mois de son premier mandat, le montant des aides personnalisées au logement et en diminuant le montant des allocations chômage, en même temps qu'il supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'il distribuait des centaines de milliards d'euros au patronat. Mais bien sûr, il a expliqué avec sa suffisance habituelle qu'il n'était pas du tout le président des riches et qu'il fallait qu'on arrête de l'appeler comme ça parce que c'était vraiment pas gentil. On a le droit de ne pas être la caricature dans laquelle on veut vous enfermer. Et donc je pense que j'ai jamais été, j'ai jamais été ça. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante. Et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. Résultat, l'extrême droite a remporté en 2022, à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives, les plus importantes victoires électorales de sa déjà longue histoire. Est-ce que Macron a tiré de cette rude leçon les conclusions qui s'imposaient ? Est-ce qu'il a décidé qu'il fallait qu'il revoie un peu son rapport discrètement distendu à la réalité ? Absolument pas. Sa réélection, qu'il doit encore une fois au fait qu'il était confronté au second tour à Marine Le Pen, semble au contraire l'avoir complètement décomplexé. Il donne maintenant l'impression de ne plus avoir aucun filtre et son nouveau quinquennat est un nouveau festival de bobards, à un point jamais vu sous une 5e République qui nous avait pourtant donné Sarkozy et Manuel Valls parmi quelques autres. Il avait par exemple promis l'an dernier, ça figurait en toutes lettres dans son programme, que s'il était réélu, la pension minimale de retraite à taux plein serait portée à 1 100 € par mois. Et comme il ose vraiment tout, il avait présenté cette promesse comme la garantie d'un extraordinaire progrès social, alors que cela maintenait le montant de ses retraites juste sous le seuil de pauvreté. Surtout, il avait précisé sur TF1 le 13 avril 2022, comme l'a tout récemment rappelé Le Monde, que cette mesure ne concernerait pas seulement les nouveaux retraités, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont déjà à la retraite. Je veux pouvoir passer la retraite minimale pour nos retraités qui ont une carrière complète. Cette retraite minimum, elle est aujourd'hui d'un peu plus de 980 € par mois. Est-ce qu'on vit avec 980 € par mois après une vie de labeur? Mais on vient d'apprendre, 8 mois plus tard, que finalement, et contrairement à ce qu'il avait promis, cette petite revalorisation des petites retraites ne concernerait que les nouveaux retraités. Car s'il tenait sa promesse, cela coûterait à la collectivité, expliquent ses collaborateurs, 1 à 3 milliards d'euros supplémentaires par an. Coïncidence intéressante, cette somme correspond peu ou prou au montant des pertes fiscales annuelles de l'État depuis que Macron a supprimé l'impôt sur la fortune en certifiant qu'il n'était pas du tout le président des riches. Moi, je veux bien tous les jours me faire appeler président des riches. Je ne le suis pas et je ne suis pas défenseur de qui que ce soit ou de quelque catégorie. Je suis défenseur de l'intérêt de la nation, d'un intérêt général et d'une ambition que je veux pour notre pays. Autre exemple, dans un registre différent mais tout aussi révélateur d'une relation extrêmement souple avec la vérité des faits. Le 19 décembre dernier, Emmanuel Macron a poussé sur Twitter un long cocorico pour célébrer, après la COP15, qui se tenait dans la capitale québécoise, ce qu'il a appelé un accord historique pour la biodiversité à Montréal. Par leur mobilisation, a écrit le chef de l'État, la France et l'Union européenne ont emporté l'adhésion de tous. Sous-entendu, c'est grâce à moi, Emmanuel Macron, que la biodiversité a été sauvée. Et pour le cas où tout le monde n'aurait pas compris ce message, il a précisé dans un autre tweet que la France, c'est-à-dire lui-même, n'allait rien lâcher pour restaurer la biodiversité. C'est très beau, ça donne envie d'applaudir. Malheureusement, la réalité, là encore, est très différente de ce qu'il raconte et de ce qu'il promet. Dans la vraie vie, par exemple, pendant que son président crie qu'il est le champion de la biodiversité, la France continue, comme l'a très utilement rappelé Le Monde le 30 novembre dernier, à exporter principalement vers le Brésil, et en dépit du fait que ce commerce est formellement prohibé sur son propre territoire depuis le 1er janvier 2022, des milliers de tonnes de pesticides ultra-toxiques, malgré l'interdiction de cette pratique. Plus près de nous, le ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron vient encore d'expliquer qu'il était favorable au renouvellement, pour la 3e année consécutive, de l'autorisation exceptionnelle qui permet aux producteurs français de betteraves d'utiliser des néonicotinoïdes, dont chacun sait pourtant qu'ils sont extraordinairement nocifs pour l'environnement. Mais c'est à la faveur, si l'on ose dire, de la Coupe du Monde de football qu'Emmanuel Macron a donné la pleine mesure de son talent de prestidigitateur. On se rappelle qu'au mois de novembre dernier, des voix se sont élevées pour dénoncer le fait que cette compétition se déroulait au Qatar. Le Qatar est, comme on sait, un pays où les droits humains n'entrent pas du tout dans les priorités du pouvoir en place et où, comme l'a constaté Amnesty International dans un récent rapport,
Les femmes et les personnes LGBTI étaient toujours victimes de discrimination dans la législation et dans la pratique en 2021. Dans ce même rapport, Amnesty relève aussi qu'en dépit de réformes gouvernementales, les travailleuses et travailleurs migrants étaient toujours en but à des violations du droit du travail et qu'il leur était difficile de changer librement d'emploi. D'autre part, et toujours selon Amnesty, les restrictions de la liberté d'expression se sont accrues au Qatar à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA de 2022. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, mais en France, Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié les appels au boycott de cet événement sportif. Il est vrai que le Qatar n'est pas seulement un pays où les droits humains sont malmenés. C'est aussi un excellent client de l'industrie française de l'armement, qui a par exemple acheté de nombreux exemplaires du Rafale, l'avion de chasse du groupe Dassault dont le développement a coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'État français. Résultat, le 17 novembre dernier, Emmanuel Macron a gravement décrété qu'il ne fallait pas politiser le sport en appelant au boycott d'une Coupe du Monde qui s'est traduite par un surcroît de souffrance pour des millions d'individus. Il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne, et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale, c'est formidable. Et donc, sachons, nous, Françaises et Français, avoir des joies simples et être fiers. Mais après ça, il n'a plus jamais cessé de politiser l'événement, en le récupérant de façon très moyennement subtile pour son profit personnel. C'est ce que nous avons toutes et tous constaté le dimanche 19 décembre 2022, immédiatement après la finale de cette Coupe du Monde, quand Emmanuel Macron a envahi le terrain pour aller tripoter Kylian Mbappé dans ce qu'il faut bien appeler un moment de pur malaise. En résumé, juste après avoir doctement expliqué qu'il ne fallait surtout pas politiser le sport, Macron s'est empressé de le politiser. Pour le dire autrement, lorsqu'il a soutenu qu'il ne fallait pas politiser le sport, il a encore une fois édicté une règle valable pour tout le monde, sauf pour lui. Pour le dire encore autrement et plus simplement, il nous a encore une fois joué du pipeau. Dans les époques agitées que nous vivons, il est de plus en plus hasardeux de formuler des vœux de nouvel an. Mais on peut toujours espérer qu'en 2023, le président de la République française change un peu ses habitudes musicales. Après 50 pipeaux, il pourrait essayer la mandoline, par exemple, ça nous changerait. Quel matin Yves Calvi. 7h17, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron vient donc de passer 4 jours aux Antilles, un an après le passage de l'ouragan Irma, une visite qui avait des accents de campagne. Il est en opération reconquête, Alba ? Écoutez, c'est plutôt une opération de rectification d'image. On est sur la forme essentiellement. Bon, il n'est pas idiot, Emmanuel Macron. Il a bien vu que son échange avec le jeune horticulteur au chômage a laissé des traces. Il a entendu son ministre de l'Intérieur sur le départ, Gérard Collomb, expliquer que la politique menée manquait d'humilité. Bon, il a beau aimer le parler cash, le parler vrai, le président, il se rend bien compte que son comportement ou son attitude sont jugés sévèrement par une partie des Français. Et c'est la raison pour laquelle aux Antilles, il était aux petits soins. C'était une démonstration de proximité. Et vas-y que je t'embrasse, que je fais des selfies, que je viens chez toi où les travaux n'ont pas commencé, que je rends visite aux restaurateurs, aux agriculteurs, aux victimes du chlordécone et des sargasses. Et vas-y que je te promets de rétablir l'eau courante. On aurait dit un élu local en campagne qui vient au chevet de ses administrés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît ses erreurs ? Il admet des erreurs, mais tout en disant que ce n'est pas essentiel. Dans l'entretien qu'il a donné au Journal du Dimanche, c'est très clair. Il dit « Je ne suis pas parfait, il y a des choses qui ne sont pas bien faites et il faut les corriger, mais il faut éviter de perdre collectivement du temps à parler des sujets qui sont accessoires. » Il ne bat pas du tout sa coulpe, Emmanuel Macron, non. Allez, il consent quelques efforts. Son entourage a dû lui dire d'être plus à l'écoute, moins distant, de faire plus de pédagogie. C'est pour ça qu'il devrait intervenir à la télévision prochainement. Mais l'essentiel n'est pas là pour lui. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que son objectif, il est sur le fond, il n'est pas sur les formes. Son objectif, c'est de continuer le rythme des réformes, de maintenir son cap et de ne pas dévier. Emmanuel Macron, vous savez, il estime qu'il n'a pas été élu pour faire plaisir, mais pour faire. Il reconnaît que les résultats se font attendre, qu'il a demandé des efforts aux Français, mais il répète qu'il n'a pas d'élection pendant tout son mandat, pas d'élection de mi-mandat, vous savez, comme aux États-Unis, et peu importe que ses adversaires veuillent faire des européennes un référendum anti-Macron. Lui, il veut dérouler, il veut avancer. Emmanuel Macron, c'est un bulldozer qui veut démolir pour reconstruire. Alors, le problème, c'est que les Français ne voient pas tous très bien ce qu'il veut reconstruire. Vous savez, quand il était à Bercy, Emmanuel Macron disait « Moi, je fais de la mécanique, je débloque, je déverrouille. » Ce que les Français entendent aujourd'hui comme « je dynamite, je disperse, j'entile », vous savez, façon tonton Finger. Peut-être, mais privilégier le fond n'empêche pas d'y mettre un peu les formes. Alba Ventura pour les